On commence donc par s'intéresser au cas de Viktor Orban. Le Parti populaire européen, le PPE, qui est le grand parti de droite représenté au Parlement à Strasbourg et à Bruxelles, va décider cet après-midi s'il suspend, s'il exclut ou s'il maintient Viktor Orban dans ses rangs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué cette réunion, au cours de laquelle 261 délégués vont voter pour cette décision? Eh bien, c'est cette campagne. Regardez cette affiche. Vous y voyez George Soros, le financier international. Vous y voyez aussi Jean-Claude Juncker. Et si vous ne parlez pas le hongrois, je vous traduis ce qu'il y a sur l'affiche. Vous aussi avez le droit de savoir ce que Bruxelles vous prépare. Et ce que Bruxelles prépare, selon Viktor Orban, c'est une arrivée massive de migrants et d'imposer des réfugiés sur le territoire hongrois. Le problème, c'est que Jean-Claude Juncker n'est pas seulement le patron de la Commission européenne, c'est aussi l'un des leaders du PPE, d'où le courroux de ce parti. Alors, est-ce que Orban, pour l'ensemble de son œuvre, est un leader de droite comme les autres? Est-ce qu'il mérite d'être exclu? Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais je voudrais, si vous le voulez bien, écouter un des membres éminents du fan club de Viktor Orban, c'est Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, aux auditeurs de Sud Radio hier, expliquait une conversation qu'il avait eue avec Orban. Et voilà ce que Orban lui avait dit. Il me reproche d'avoir inscrit dans la Constitution les racines chrétiennes de la Hongrie, Saint-Étienne. Il me reproche d'avoir dit qu'un enfant devait avoir un père et une mère. Et il me reproche d'avoir accordé aux Hongrois dans la Constitution le droit de protéger leurs frontières. Et pendant ce temps-là, vous, l'Europe de Bruxelles, elle me réprimande parce que je bloque ma frontière et elle paye Erdogan, le Turc, elle paye 6 milliards d'euros par an pour bloquer la sienne, pour faire de la rétention de migrants, parce qu'on n'est pas capable, nous, de défendre notre propre frontière. Quel symbole. Voilà. Donc, en fait, pendant 3h30, je me suis dit, mais cet homme-là, il est remarquable. Et on vous pose la question sur Twitter, Viktor Orban est-il un leader de droite comme les autres? Question assez ouverte, parce qu'effectivement, on peut mettre beaucoup de choses derrière ça. Et vous nous répondez oui, mais à 55%, donc c'est relativement partagé. Philippe Theur, on n'a pas encore la décision du PPE, me semble-t-il, sauf si vous l'avez de votre côté. Non, donc ils sont encore en train de se réunir ou de voter, nos amis. Mais sur le fond, est-ce que Orban est un conservateur comme les autres, pour faire court? Je pense que oui, et je pense que ça suffit. C'est quelqu'un qui provoque à longueur de temps, qui va à l'encontre de l'Union européenne. Je vous rappelle que le pays est partie intégrale de l'Union européenne, donc il y a quand même des règles à respecter, et il a décidé de ne pas les respecter. Il y a quand même des quotas d'immigrants qu'il devait accepter, il a refusé. Et là, je viens l'entendre aujourd'hui qu'il est en train de donner des prix à des gens qui sont notamment antisémites. Donc c'est quelqu'un qui fait tout dans son pouvoir pour provoquer l'Union européenne avec ses affichagements nauséabonds. Et je pense qu'il est temps de frapper une fois pour toutes sur la table pour dire non, ça suffit. Maintenant, vous êtes exclus du PPP. Le seul problème avec cette exclusion, c'est que quelque part, je pense que Orban le cherche, il veut provoquer l'Union européenne, il veut faire quelque chose, il veut faire du bruit, du buzz. Vous pensez qu'il veut être viré du parti? Je pense que là, s'il se fait virer, il va se dire, voilà, je ne suis pas compris, je deviens un martyr de ce que je crois, parce que l'Union européenne, c'est comme un secte, il ne m'accepte pas. Donc voilà, il essaye de créer le buzz et de peut-être aussi agrandir son soutien par les mouvements populistes, extrême droite, etc., partout en Europe. Claire Chartier, qu'est-ce que veut Viktor Orban finalement? Il veut avoir des frontières très protégées, il veut faire une politique familiale. C'est assez classique pour un dirigeant de droite, non? Alors, à mon sens, plus qu'un dirigeant de droite, c'est surtout un populiste d'opportunisme. Parce qu'il faut se souvenir que Orban, à l'origine, était un libéral. Et puis, il a vu qu'il n'aurait pas de place dans l'élite qui se constituait après le régime
communiste qui se mettait en place et qui assurait la transition démocratique vers le marché, l'économie de marché. Donc il s'est dit là, j'ai pas de place. Et comme il est fin politique, parce que ce qu'on peut pas lui ôter, c'est ça, il s'est dit, tiens, je vais prendre une autre voie. Et cette voie, ça a été celle de la Hongrie rurale, des petites villes, celle d'une Hongrie conservatrice et identitaire. Mais c'était, à mon sens, plus un calcul politique, d'après ce que nous rapportent des observateurs sur le terrain, plus qu'une conviction au départ. Donc c'est pour ça que je parle d'opportunisme. Maintenant, je rejoins assez cette idée, c'est-à-dire qu'il y a probablement un calcul là-dedans, parce que c'est vrai que les provocations sont quand même très très récurrentes, et qu'on peut se demander s'il ne veut pas constituer un front européen, précisément, dont il serait la figure de proue, populiste. Et donc emmener des gens comme en Italie, enfin Salvini, d'ailleurs je crois qu'il l'avait rencontré à l'été dernier, enfin emmener tous ces gens-là dans un groupe en Europe pour faire vraiment pièce à la droite plus classique dont il ne veut plus. Le problème c'est que, et je pense qu'on fait effectivement très bien alors je ne sais pas quelle sera la décision, mais en tout cas, moi je rejoins complètement cette idée qu'il faut mettre un coup d'arrêt à cela, parce que sinon, pour la droite européenne plus classique, c'est accepter quand même une vision de la démocratie qui est extrêmement pernicieuse. Parce qu'on l'a déjà beaucoup dit, mais ce Viktor Orban, en fait, il a théorisé ce concept de démocratie libérale, qui veut dire quoi ? Qui veut dire que la démocratie, finalement, repose entièrement sur la souveraineté du peuple. Et le gouvernement est censé incarner à lui tout seul la souveraineté du peuple. Or, que fait Orban en Hongrie ? Il s'assoit, il a mis sous tutelle en fait, le ministère de la Justice, et il est en train de faire la même chose avec les universités. Donc c'est accepter cette conception de la démocratie, je pense que c'est extrêmement périlleux à l'heure à laquelle nous sommes, de tension et de remise en question, même de validité de l'État démocratique. Donc vraiment, je pense qu'il y a un coup d'arrêt à mettre. Gabriel Cluzel, si vous étiez député européen, membre du PPE, qu'est-ce que vous voteriez ? Suspension, exclusion ou statu quo ? Alors moi, je ne partage pas l'avis qui vient d'être développé, je l'avoue. Pour répondre à la question initiale, est-il un dirigeant de droite comme les autres ? En tout cas, il est un dirigeant de droite tel qu'un certain nombre d'électeurs en Europe et même de nombreux électeurs, et en France, il faut quand même le dire, appellent de leur vœu, c'est un fait, parce que Philippe de Villiers l'a développé de façon assez synthétique, ses positions sur la famille, sa vision jugée plus réaliste que bien d'autres dirigeants sur l'immigration, eh bien, satisfait un certain nombre d'électeurs. Et en effet, il joue ce credo-là, il l'a dit souvent, il dit « moi, j'écoute mes électeurs et je défends la Hongrie avant de défendre l'Europe ». Et c'est bien ce que reprochent actuellement les populistes à leurs dirigeants. Et puis je crois que la sanction, je crois que les professeurs et les gardiens de prison savent ça, quand il y a un niveau de révolte qui atteint, ça se manie comme de la nitroglycérine. C'est-à-dire que s'ils le font partir, eh bien, comme vous le disiez, il sera un martyr, il galvanisera les tièdes et puis conscientisera ceux qui n'étaient pas les indifférents. Et puis, et en revanche, s'il reste, en effet, il y aura peut-être une contagion et on se dira tout est permis dans ce groupe. Donc, là, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement crucial, mais en tout cas, s'il le vire, pour parler vulgairement, je pense que ce sera vraiment une victoire à la Pyrrhus. Alors, figurez-vous que peut-être que les gens du PPE sont en train de regarder point de vue, parce que selon nos confrères de l'agence Reuters, les dirigeants du parti voudraient gagner du temps, créer un comité qui irait en Hongrie pour s'assurer que l'état de droit est respecté comme il convient. Et puis, je vous donne des réactions de nos internautes qui semblent apprécier Viktor Orban. Sur le Figaro.fr, Nicole nous dit « Le PPE, comme son nom l'indique, est populaire, donc je ne vois pas pourquoi la Hongrie devrait quitter ce groupe. » Et la même Nicole ajoute « C'est un leader de droite, pour moi, Orban, je dirais même mieux que certains, car il défend son pays. » Johan nous dit « Il a une politique d'immigration ferme, est-ce interdit ?» Point d'interrogation. Et R34, en quoi est-ce pernicieux de respecter les vues du peuple ? C'est vrai qu'on peut dire que Viktor Orban a été élu et réélu et assez largement. Il respecte les contre-pouvoirs aussi. Je veux dire, c'est pas un leader de droite classique. Là, je veux dire, les valeurs d'autorité, de sécurité, etc., sont des valeurs de droite classiques. Là, il va beaucoup plus loin, c'est autre chose. Il s'assoit quand même sur des contre-pouvoirs qui assurent... Pourquoi ces institutions ont-elles été créées ? C'est pour précisément empêcher les dérives autoritaires d'un exécutif qui prétendrait incarner la légitimité populaire. Donc, elles servent à quelque chose. Donc, c'est vraiment, je pense, les fondations de la démocratie qui sont ici en jeu. C'est pas une question de valeurs conservatrices. Laurent David Samama. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant,
intéressant. Quand Orban était à Bruxelles et était reçu, Cohn-Bendit l'a interpellé vertement, en le comparant non pas à un dirigeant de droite ou de droite dure ou de droite de la droite, mais en le comparant à Chavez, Maduro, Castro. Ce qui donne un peu le sens des griefs et de la lente marche de son pays vers quelque chose qui mute de la droite vers une forme de populisme assez intrigante. La Hongrie, c'est le laboratoire de l'Europe, et à ce titre-là, ce qu'Orban fait, c'est de tester les limites de Bruxelles. Il y a une phase de jeu et de test, et il est en train de voir jusqu'où ça tient, jusqu'où le roseau plie, est-ce qu'il va rompre ou pas. Pour répondre à votre question, parce que c'était un peu ça, je recentre un peu le débat, la question c'est est-ce qu'Orban est un dirigeant de droite ? Si on avait posé la question il y a 10 ans de ça, a priori non, il était très loin du territoire de la droite telle qu'on la pensait. Il n'était pas populiste, c'est ça que vous voulez dire ? Il n'était pas populiste, et en tout cas les méthodes n'étaient pas aussi définies que maintenant. Quand on pose la question maintenant, il ressemble de plus en plus à ce que la droite tend vers ce que les dirigeants de droite veulent être. Du coup, oui, il re-rentre dans le giron d'une certaine droite qui, elle aussi, mute et se pose des questions sur ce qu'elle est. Donc, si, entre guillemets, il se fait virer, on peut se poser des questions. Est-ce que la droite ne se sépare pas d'une partie et d'un hémisphère assez important de ce qu'elle est? C'est-à-dire que la droite, c'est une sorte de l'ambiguïté qu'à ses dépens, comme disait quelqu'un de connu. C'est ça. Il est évident que, par exemple, pour notre droite française, prendre position vis-à-vis d'Orban, c'est une balise. C'est ça. C'est un épouvantail aussi pour certains, mais c'est une balise et un phare pour d'autres. Donc là, ça va être compliqué à gérer. Oui, parce qu'au sein des Républicains, Wauquiez ne veut pas qu'on le vire, je crois Bellamy non plus, alors qu'il y en a d'autres qui sont favorables. Retailleau s'est prononcé contre. Et Wauquiez était plutôt assez favorable à Orban, dans mon souvenir. Et il est clair qu'une certaine partie de leur électorat pourrait fuir vers d'autres cieux s'il prenait ce genre de position. C'est assez risqué. Il faut aussi, je pense, se méfier d'Orban parce que l'Europe est en crise. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si on laisse faire ce qu'il veut faire, évidemment, de provoquer l'Europe, d'obtenir des concessions, de ne pas respecter les règles de l'Union européenne, il peut ouvrir la porte à plein d'autres pays qui disent ben, Orban a fait ceci, peut-être que nous on va faire la même chose. Et déjà, avec bon, je suis bien placé pour le savoir, le Brexit de la Grande-Bretagne, ce qui se passe en Italie, l'Europe peut dégringoler vite fait. Et je trouve que l'alternative n'est pas très réjouissante. Et si on pense, on a comparé à Chavez, ce que Chavez est devenu, ce que Venezuela est devenu, c'est pas très réjouissant non plus. Ouais. Le mot de la fin revient à M. Babineau, qui est un de nos internautes fidèles, que vous le connaissez tous. Et lui nous dit, le problème, c'est que la droite classique se fait engloutir par son bord nationaliste, et c'est inquiétant. Il ne faut pas, selon lui, banaliser des personnages comme Orban ou Salvini. C'est dangereux, même pour la droite. Eh bien, voilà, cette diversité de points de vue, même chez ceux qui nous regardent, c'est ce qui fait la richesse de cette émission. On revient à l'actualité française, si ça vous va, pour parler de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Vous savez qu'il a été très critiqué après le saccage des Champs-Élysées lors de la manifestation des Gilets jaunes de samedi dernier. Un certain nombre de dirigeants de la préfecture de police de Paris, à commencer par le préfet lui-même, ont été limogés. Mais Christophe Castaner, lui, est toujours là. Est-ce que c'est normal ? Maintenant qu'on a un petit peu de recul, on va pouvoir y revenir. Écoutez d'abord ce témoignage de Marine Le Pen, ou plus exactement cette demande. Pour elle, c'est clair, Castaner doit s'en aller. La vraie question, c'est au bout de combien de manifestations où les casseurs cassent, M. Castaner va se dire « il faut peut-être que je présente ma démission ». Car manifestement, je suis incapable de remplir la tâche qui m'a été confiée. Combien faut-il de manifestations ? Est-ce qu'on en est à 18 ? Il en faut 20, 22 ? Alors, il y a d'autres gens qui demandent la démission de Christophe Castaner. Je vous propose de l'écouter, lui, maintenant, notamment dans cette séquence que je trouve très intéressante, sur laquelle j'aimerais bien avoir votre point de vue. Il était hier sur France Inter, et en fait, il a raconté presque en confidence comment est-ce qu'il a découvert, de façon assez inattendue, que la police n'avait pas forcément utilisé les bonnes armes samedi dernier. Dimanche matin, j'ai été au commissariat du 8e rencontrer cette famille qui a été sauvée par les policiers, avec les pompiers qui l'ont sauvée. Un des policiers m'a pris à part. Il m'a dit « Vous savez, monsieur le ministre, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu le droit d'utiliser l'LBD. » Je regarde et je lui dis « Mais d'où ça vient ?»
Je pensais même que c'était une rumeur. Il se trouve que lundi matin, j'ai su que ça n'était pas une rumeur. À la préfecture de police, des consignes ont été données qui ne sont pas remontées au préfet de police, selon ce que m'a indiqué le préfet de police. Et le préfet de police ne m'a pas référé de quelque chose dont il n'avait pas connaissance. Voilà, donc apparemment, ni le ministre ni le préfet de police n'étaient au courant que les policiers n'utilisaient pas les lanceurs de balles de défense, en tout cas pas exactement les mêmes munitions que lors des manifestations précédentes. Laurent David Samama, est-ce que vous trouvez normal que Christophe Castaner soit toujours à son poste ? Dans un contexte normal, on peut penser qu'il aurait quitté son poste de lui-même ou donné sa démission, et je pense que c'est ce que veulent et ce qu'aurait voulu souhaiter une partie de son propre camp. Sauf qu'on n'est pas dans un contexte normal et la Macronie a des us différents de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Castaner, en partant, et s'il partait, voudrait dire quelque chose et enverrait un message assez fort sur Macron lui-même. Donc on peut penser qu'il y a une sorte de duo tandem et que l'un et l'autre sont liés. C'est peu probable que l'un lâche l'autre. Oui, on rappellera que c'était Emmanuel Macron qui avait voulu la démission de Castaner, tandis qu'Édouard Philippe, lui, était plutôt favorable. Oui, et que c'est Castaner qui a fait tout son possible pour avoir ce poste-là vrai. Aussi. Donc, donc ce serait assez étonnant qu'il le quitte de lui-même aussi rapidement. Gabriel Cluzel, est-ce que selon vous, Castaner a sauvé sa tête, pour dire les choses un peu crûment ? Il a sauvé sa tête provisoirement, on va dire. Ce qui est certain, et c'est un petit peu paradoxal malgré tout, c'est qu'on a eu le sentiment durant tous ces actes qu'il était très proche du terrain. C'était un peu Napoléon avant Austerlitz, il passait en revue ses troupes au petit matin. Je me souviens d'images très précises à la télévision, donc on le sentait très proche. Il y a beaucoup d'images d'ailleurs et de tweets envoyés par lui où on le voit toujours. Vraiment sur le terrain. Bon, en fait, c'était pas Austerlitz, c'était peut-être Waterloo, mais le fait est qu'il avait l'air très proche. Et le problème est que là, aujourd'hui, il dit finalement, j'étais pas au courant. D'ailleurs, c'est le préfet de police qui a. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est logique dans la chaîne de commandement que ce soit lui qui saute, entre guillemets, mais le fait est que lui restait. Et puis, il n'était pas là au début, il n'a pas tout compris. On a fait des choses qu'il n'avait pas décidées. Je trouve que c'est une façon personnellement pas très digne de réagir là-dessus. Et puis, il y a un moment où ça ne fonctionnera plus parce que c'est une carte que l'on joue une fois, un joker, une fois. La question Twitter, c'est celle qu'on est en train de se poser sur ce plateau. Le ministre a-t-il sauvé sa tête, notamment après son audition au Sénat, audition qui date d'hier? Vous nous répondez non à 71%. Alors Nicole nous dit, un petit peu en écho à ce que vous venez de nous dire, Gabriel Cluzel, il a fait sauter tous ses fusibles, mais il est le vrai et seul ou presque responsable.